Bienvenue dans le débat de France 24, débat consacré aujourd'hui bien sûr à ce 1er mai en France, que les syndicats voulaient historiques. Ont-ils réussi leur pari? En tout cas à Paris, la CGT annonce plus d'1,5 million de personnes, 550 000 pour être précis, 2,3 millions dans toute la France. Quelle suite également à donner à ce mouvement de contestation contre la réforme des retraites? Pour en parler, j'accueille en plateau 3 invités, à commencer par Daniel Linard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue du travail et vous étiez cet après-midi à la mobilisation parisienne. Face à vous, Gérard Ray, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la CGT des Alpes-Maritimes, membre du bureau confédéral de la CGT. Vous étiez au Havre ce matin, où le Rassemblement national a été particulièrement remarqué. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue. Et puis en ligne avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Clapeau. Merci à vous d'être là. Vous êtes députée Renaissance de la Drôme. Avant de tous vous donner la parole, on va écouter bien sûr quelques manifestants. La raison, elle est bien simple. C'est une continuité depuis le mois de janvier qu'on a commencé à se battre un peu pour cette réforme des retraites. J'y adhère pas du tout. On est beaucoup de monde à pas y adhérer. Et moi, je continue. Alors, tout le monde dit que ça se calme un peu, que ça s'étale. Je trouve que pour 13 jours de mobilisation, je trouve qu'on est pas mal. Je crois en la démocratie. Je me dis si effectivement il y a une position très ferme, prolongée de majorité absolue, c'est encore à 80% d'être contre la réforme des retraites. Je considère que le gouvernement, il doit céder. C'est son rôle, il doit suivre la majorité, l'opinion de la majorité des gens. Donc j'y crois, bien sûr. Le 1er mai, c'est quand même une tradition de manifestation qui est toujours plaisante à suivre parce que ça permet de montrer la force ouvrière, montrer la force de contestation dans le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et je rajouterai également que si je suis présente ici, c'est pour montrer la voix, dans ce qui me concerne, des étudiants face au déni démocratique qu'on est en train de vivre depuis le début de l'année, puis depuis plusieurs années, depuis le début des quinquennats Macron qui ont été une catastrophe en termes démocratiques pour la France. Voilà donc pour ces manifestants. Ma première question, elle est pour vous, Gérard Ray. 550 000 personnes selon la CGT à Paris, 2,3 millions dans toute la France, des chiffres légèrement supérieurs à ceux des manifestations anti-réforme. Peut-on parler pour les syndicats d'un 1er mai pleinement réussi? Mais c'est un 1er mai même historique, parce que pour parler d'un 1er mai, il faut le comparer au 1er mai. On ne va pas le comparer à un autre jour. Donc oui, c'est un 1er mai d'une ampleur inégalée, il est même supérieur à ce qui s'était passé en 2002. Plus de 300 manifestations, des endroits qui n'avaient pas vu de manifestation depuis des dizaines d'années, voire même des endroits où il n'y avait jamais eu de manifestation. Il y a eu des manifestations avec plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies dans des petits villages, une mobilisation monstre à Paris, 20 000 ce matin au Havre, 20 000 à Nice, donc des niveaux de mobilisation tout à fait historiques. Et donc un 1er mai historique à plusieurs égards, celui de l'unité syndicale bien sûr, des représentations internationales à un niveau qu'on n'avait jamais vu, et bien sûr le nombre, vous les avez cités, qui sont absolument impressionnants, mais on a pu le remarquer de visu, des mobilisations très impressionnantes. Mireille Clapeau, tirez-vous un quelconque enseignement de cette journée et l'exécutif en général, de cette mobilisation massive encore une fois dans les rues de France? Oui, donc en tant que députée apparentée Renaissance, membre de la majorité, moi, au risque de vous surprendre, je vais dire que je suis plutôt contente quand les gens se mobilisent, descendent dans la rue et pour une valeur que nous partageons qui est le travail. Je préfère un 1er mai comme celui-ci à celui du Rassemblement national qui a des valeurs que je ne partage pas du tout. Et ce que j'espère simplement, c'est qu'au-delà d'être dans les rues, les travailleurs, les salariés vont se mobiliser avec les corps intermédiaires que sont les syndicats et qui sont importants dans une démocratie, qui vont se mobiliser parce que c'est maintenant que ça se joue. La réforme des retraites, elle est adoptée et on sait qu'il y a beaucoup de choses à modifier dans la pénibilité, dans le rapport au travail, dans la gestion du temps, dans les inégalités femmes-hommes. Et donc, continuons tous ensemble à améliorer ces points qui aujourd'hui ne passent plus comme avant dans la société. Daniel Linard, je le disais, vous étiez dans la manifestation parisienne. Peut-être avez-vous noté des différences dans la foule, peut-être plus de familles aujourd'hui?
Non, véritablement, j'ai pas vu énormément de familles. J'ai vu différentes générations, des jeunes, des anciens, des quadragénaires, comme dans toutes les manifs. Enfin, moi, j'ai suivi à peu près la série des 13 manifs, sauf une. Mais je dois dire que ce qui me frappe depuis la 3e ou la 4e, c'est véritablement une mobilisation intergénérationnel, et ça c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Les jeunes apportent leur dynamisme, les vieux leur expérience, les autres leur détermination, et donc il y a quelque chose de très stimulant, je dois dire, dans ces manifestations. Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'égard que les manifestants peuvent avoir les uns à propos des autres. Moi, ça m'arrive souvent de déambuler dans les rues de Paris. Si quelqu'un me bouscule, c'est rare qu'il s'excuse. Là, il y a une sorte de bienveillance, excusez-moi, à peine les gens vous effleurent. Il y a véritablement le sentiment de partager quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de partager. Et ça me frappe beaucoup. Un sentiment d'être présent ensemble pour des valeurs qu'on partage, et un sentiment peut-être de sortir du sentiment d'impuissance qui est généralisé dans le cadre des situations de travail. Parce qu'au travail à l'heure actuelle, ce qui domine, c'est justement le sentiment de ne pas pouvoir peser sur la définition du travail, des missions qu'on va tenir. Et là, dans les manifestations, c'est l'idée, voilà, on est là, tout est possible. C'est, je veux dire, assez étonnant comme atmosphère. Benjamin Morel, même question qu'à Gérard Ray. Paris réussi ou pas, selon vous? C'est plutôt un pari réussi. Quel était l'objectif des syndicats? C'était de montrer qu'ils étaient en capacité encore de mobiliser, alors à la fois au diapason des autres 1er mai, en faisant mieux, mais également, évidemment, dans la continuité des dernières journées de mobilisation. La réforme est adoptée. La plupart du temps, quand une loi est adoptée, ça signe plus ou moins la fin du mouvement social. Là, on est dans une querelle d'agenda. Le gouvernement a un objectif, c'est tourner la page et c'est de passer à autre chose. Les syndicats ont un autre objectif, c'est de garder sur le devant de la scène cette question de la réforme des retraites. Ce 1er mai, il participe, mais ensuite, ça ne règle pas non plus tout. C'est-à-dire, c'est un pari réussi, mais pour aller vers où, pour aller vers quoi, voilà, il y a au moins 2 dates à retenir. Il y a évidemment, dans quelques jours, le 3 mai, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. Ce sera mercredi. Là, c'est le constitutionnaliste qui parle. Les chances sont quand même assez limitées pour des raisons purement juridiques. Ensuite, il y a une niche parlementaire le 8 juin. Il va falloir voir également, parce que là, le texte peut potentiellement être adopté, ce qui serait une bombe, mais il ne le sera probablement pas ensuite au Sénat. Donc, il y a malgré tout un blocage. Comment arriver à faire perdurer l'espoir? Comment parvenir à faire perdurer le mouvement quand les obstacles juridiques à la remise en cause de cette réforme sont si importants? C'est ça le vrai défi des syndicats, avec un autre défi. Mobiliser pour un 1er mai, c'est possible. Continuer la mobilisation dans le temps via des manifestations, c'est plus compliqué. Il va falloir revoir les méthodes d'action et de mise à l'agenda. Et là, évidemment, la question de l'intersyndicale et de la créativité syndicale va se poser. La question légitime qu'on peut se poser, Gérard Ray, c'est à quoi bon avez-vous encore l'espoir d'être entendu par Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense qu'il a plutôt intérêt à entendre. Je vois mal comment on peut continuer comme ça, très honnêtement. Je suis très inquiet sur la façon de gouverner. Comment va-t-il faire pour gouverner? Il ne peut plus sortir de chez lui, même pour aller au stade. En tout cas, il peut. Il est hué, mais il peut. Même au stade, il est obligé de se cacher, d'aller saluer les joueurs dans un couloir. Contrairement à la tradition. Contrairement à la tradition, mais c'est quand même très inquiétant pour le pays, un pays qui est quasi ingouvernable. Plus aucun ministre ne peut faire un déplacement. Bien sûr que les syndicats font leur boulot, ils appellent à manifester, à se mobiliser, mais les salariés, les citoyens, avec des initiatives individuelles ou citoyennes, prennent les choses en main pour dire non, cette réforme, on n'en veut pas. Et par rapport à ce que vous avez dit, la créativité, on en a fait preuve. Ça fait déjà plusieurs phases de mobilisation depuis le mois de janvier que l'on passe, avec chaque fois effectivement une adaptation par rapport à la situation. Et les salariés, tantôt par la grève, tantôt par l'adaptation d'initiatives, initiatives de blocage de zones, des initiatives sur les lieux de travail, c'est des centaines et des centaines d'initiatives qui ont eu lieu, et en s'adaptant à la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui est toujours dynamique, avec effectivement des salariés qui ne sont pas du tout ni désespérés, ni, on va dire, qui n'ont pas l'impression d'être arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Ils sentent qu'il y a encore quelque chose à faire et des choses à aller chercher. Par contre, il est absolument hors de question pour nous d'aller négocier sur la pénibilité, alors même qu'on nous met en place une réforme des retraites qui, justement, va générer plus de pénibilité au travail. Donc, effectivement, il va bien falloir qu'à un moment donné,
on nous entende et qu'on entende surtout la colère des travailleuses et des travailleurs. La suite, c'est quoi? C'est cette réunion de l'intersyndicale demain? Oui, il y a une réunion intersyndicale. On peut s'attendre à quoi? Comment? On peut s'attendre à quoi? Probablement à la continuité de cette unité syndicale qui est inédite dans ce pays, sur cette longueur, dans un mouvement comme celui-ci. Et nous allons essayer de construire la suite de mouvement, dans une nouvelle phase certes, mais la suite de ce mouvement dans l'unité la plus large, parce que c'est un facteur de confiance, et la confiance, on l'a de la part de la population et des salariés. Mireille Clapeau, dans quel état êtes-vous aujourd'hui? L'état d'esprit, c'est les retraites, c'est derrière et on avance, quoi qu'il arrive? J'avais, avec mes collègues d'En Commun, demandé à ce que ça soit pris différemment, cette réforme. Moi, j'étais pour une réforme des retraites pour qu'on travaille plus longtemps, mais je pensais qu'il fallait le prendre différemment. Bon, les arbitrages et les votes, les institutions ont fonctionné. Cette réforme, elle est adoptée. En revanche, je regrette que les mesures comme l'index des seniors, l'index senior qui devait inciter les entreprises à recruter davantage de seniors, comme un certain nombre de mesures également, je regrette que ça n'ait pas été dans la loi et donc il faut d'urgence se mettre au travail, je le répète, avec les corps intermédiaires, dont les syndicats, pour qu'on fasse passer ces mesures dans une nouvelle loi du plein emploi et aussi de la qualité au travail. J'écoutais tout à l'heure sur un média national une jeune femme d'une trentaine d'années, femme de chambre, qui disait 64 ans, je n'y arriverai jamais parce que je suis cassée de partout et je dépense beaucoup pour mes soins en plus. Eh bien, c'est ce chose qu'il faut absolument bannir. Pour ça, on peut travailler ensemble, on peut faire de la prévention, on ne peut pas attendre que les gens soient cassés et évidemment après qu'ils soient en congé maladie. Il faut favoriser les reconversions, mais déjà faire de la prévention avant. Et puis, il faut utiliser tout ce qui est à nos défis qui sont importants. Pensons à l'intelligence artificielle aussi qui arrive et qui pourra peut-être faire changer la nature du travail. On est au plein emploi, mais il faut anticiper les mutations de demain. Donc oui, moi je pense que la réforme des retraites, eh bien, elle est derrière nous et qu'il faut maintenant se mettre au travail ensemble pour améliorer les choses dans cette valeur si importante qu'est le travail. Daniel Linhart, ce 1er mai va-t-il être historique si les syndicats n'obtiennent rien derrière? Oui, enfin, d'abord, il faudrait que les syndicats... Enfin, je ne suis pas sûr que les syndicats n'obtiendront rien derrière, mais... Si, bon. Mais je crois qu'il se passe des choses très importantes dans le monde du travail et autour du monde du travail. Je dirais, alors c'est peut-être un peu forcer le trait, qu'il y a presque un enchantement qui se passe au milieu des manifestations. C'est-à-dire que les citoyens ont le sentiment de retrouver un pouvoir d'agir ensemble. Ça n'est pas habituel dans une manifestation. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas souvent des manifestations de cette ampleur-là et avec une unité syndicale. C'est quelque chose de très nouveau. Depuis que la modernisation managériale s'est mise en place, à partir des années 80, en contre-coup de mai 68, il y a eu une atomisation des salariés, des travailleurs, puisque on a procédé à une individualisation de la relation de chacun à son travail, avec des objectifs personnalisés, des évaluations personnalisées, la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres. Donc ça a complètement changé la nature des relations au sein du travail, avec une atomisation très très forte. Et puis le travail, lui, est devenu... pour un certain nombre de cadres, d'ingénieurs, d'employés, beaucoup plus contraignant qu'il ne l'était auparavant, avec une taylorisation via les logiciels, par des procédures, des protocoles, des process, et donc une taylorisation du travail des cadres qui se retrouvent dans des open space comme dans des ateliers. Donc il y a une dureté très très forte du travail, le sentiment d'être contraint et de le vivre de façon individuelle en concurrence avec les autres, avec en plus des syndicats qui étaient eux-mêmes atomisés, puisqu'il y a eu un nombre de plus en plus important de syndicats qui sont arrivés à prendre place dans le panorama syndical. Et du coup, au cours de ces manifestations, ce que les uns et les autres découvrent, c'est une capacité massive d'exprimer un point de vue identique sur le monde du travail. Non, nous ne voulons pas travailler plus. Alors, pourquoi? C'est pas du tout pour des questions de paresse, bien entendu. C'est une manière de mettre en question, justement, ce qu'est devenu le travail. C'est pas uniquement de la pénibilité physique. C'est pour ça que ce qui va se débattre maintenant, ça n'intéresse pas tout le monde. Les cadres n'en peuvent plus. Et les jeunes, quand ils entendent leurs parents au dîner à table,
Ils entendent le sentiment d'impuissance, le sentiment de peur de ne pas y arriver, d'avoir un travail qui perd de son sens, de ne pas être considéré comme un bon professionnel, d'être soumis à des tensions, des pressions, du harcèlement. Donc, effectivement, ce qui est en train d'advenir dans ces manifestations, c'est la redécouverte d'une identité collective de travail. Et on sort de ce qui avait été à un moment donné, c'est pas pour critiquer la CGT, mais je me souviens, dans les années 2000, ils avaient sorti des slogans « Je lutte des classes », parce qu'ils avaient même eux-mêmes accepté cette idée de on est dans l'individualisme. Non, on n'est plus dans l'individualisme avec ces manifestations. Qu'est-ce qu'on entend? On est là. On est là. Et on est là et on va rester ensemble. Et je crois que c'est une dynamique qui s'est mise en place et qui va transformer la réalité politique, syndicale et sociale du temps présent. Le travail, Benjamin Morel, qui bénéficie d'une perception très étrange de la part des Français. On le compare par rapport aux voisins européens. En tout cas, les Français ne semblent pas aimer autant le travail que leurs voisins européens. Ah, c'est faux, ça. Ah non, c'est une étude. Là. Bah, on va laisser la sociologue peut-être plutôt répondre sur ce sujet-là. Oui. Il y a en tout cas un rapport très ambigu à la notion dans le monde politique. C'est-à-dire qu'à la fois, on parle de valeur travail. Est-ce que c'est pertinent ou pas? C'est moins associé au développement personnel, notamment. Oui, c'est ça. Après, si, c'est une étude, je l'ai lue il y a 2 mois. Après, excusez-moi, mais toutes les recherches syndicales, excusez-moi. Non, mais vous êtes plus Quand on parle de la logique de l'honneur, vous connaissez les travaux de Philippe Diribarne, qui a fait des comparaisons dans plusieurs continents, et il est arrivé à la conclusion que les Français sont un des peuples rares qui mettent leur honneur dans le travail, comparativement à les anglo-saxons qui ont une relation plus contractuelle à leur employeur. C'est pas exactement ce que je disais, parce qu'on était sur la perception du travail et sur ce que ça apporte. Ben alors là, il faudrait que je vous la retrouve. Les enquêtes européennes, pas si datées que ça, qui ont été commentées par Madame Méda et Davoine, montrent que les Français sont ceux qui attribuent le plus d'importance à l'activité professionnelle comme étant constitutive d'une identité justement sociale, citoyenne. Alors, ils affirment aussi qu'ils en sont le plus déçus. Mais ça va de pair, parce que quand les attentes sont très très fortes à l'égard du travail, ça n'est pas étonnant qu'on puisse avoir une déception très forte compte tenu des évolutions du travail. Mais au contraire, il y a une spécificité française extrêmement forte qui montre un énorme attachement. Dans les années 60-70, les femmes sont allées sur le marché du travail beaucoup plus massivement que dans les autres pays européens. Elles voulaient, à travers le statut professionnel, avoir cette légitimité de pouvoir prendre pied dans la société en étant reconnues comme ayant des droits parce qu'on accomplit des devoirs. Donc cette idée de contribuer à la pérennisation de la société par son travail, c'est quelque chose qui est très, très, très intériorisé par les Français. C'est mon erreur, j'aurais dû apporter l'étude, comme ça on aurait pu en débattre de manière un peu plus claire. Benjamin Morel, je vous écoute. Oui, alors je suis spécialiste de droit parlementaire et de droit constitutionnel, donc je vous laisserai évidemment beaucoup plus sur ce sujet-là. Néanmoins, un point. C'est-à-dire que quand vous prenez, souvenez-vous, la grève des contrôleurs de la SNCF à la fin de l'année dernière. C'est pas tant le travail qui est rejeté, c'est le manque de signification dans le travail. Le sentiment que le travail n'a plus réellement de sens et que, eu égard à l'organisation notamment de ce travail-là, eu égard également à la façon dont notamment certains services publics, mais pas que, certaines entreprises ne donnent plus réellement de sens à l'activité, également au regard, parce que c'est pas non plus négligeable, dont la façon dont cette activité peut être rémunérée, il y a une perte de sens. Si vous avez une perte de sens, évidemment, le loisir devient une façon de se resignifier dans la vie, de retrouver du sens dans son existence, si jamais l'espace professionnel n'en fournit plus. Donc là, c'est une crise de société profonde. Mais cette crise de société, c'est pas d'abord une volonté de refuser le travail, c'est justement une volonté de le réinvestir et de le réinvestir autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir à travers, et là je retrouve un petit peu plus mon domaine de compétences, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui à travers des négociations qui pourraient avoir lieu entre syndicats et patronat une resignification de ce travail? Là je crains malheureusement que sans intervention de l'État, sans vraie vision globale de la société par justement les pouvoirs publics, ce ne soit pas si évident aujourd'hui. Or, le fait est aujourd'hui que non seulement cette vision dans le monde politique, je ne la vois pas, mais que qui plus est, il ne vous a pas échappé que le pouvoir était quasiment empêché. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Il s'est passé quelque chose qui est un peu passé sous les radars il y a 2 semaines, mais qui est extrêmement important. En 2008, on a fait une révision constitutionnelle pour, notamment à travers une modification de l'article 13, permettre le contrôle des nominations du président de la République. On a construit une usine à gaz et on était persuadé que jamais aucune nomination du président ne serait retoquée. C'est arrivé avec le président de l'ADEME. Et donc aujourd'hui, vous voyez que ce pouvoir, quand bien même il aurait une vision, ce qui n'est pas certain, arriver à la poser et à l'imposer au vu de l'état des pouvoirs publics, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Donc je crains qu'on ait des négociations sur le travail, je crains malheureusement qu'elles ne soient que dilatoires.
Gérard Rey, vous constatez le constat dressé par Benjamin Morel, il y a peu d'espoir pour les travailleurs en France dans les prochaines années de voir leurs conditions s'améliorer? Oui, il y en a d'autant moins que, d'une part, on est dans un contexte qui fait suite à une succession de modifications, notamment celle du Code du travail, avec baisse du nombre de représentations et de représentants du personnel, suppression des CHSCT, notamment sur les questions de santé au travail, qui auraient pu d'ailleurs travailler sur les questions de prévention, sur les questions de pénibilité, mais pas que, sur la question de santé au travail. Le CHSCT était central dans les entreprises. Même les entreprises le disaient, puisque même les patrons nous disaient dans les entreprises, nous, le CHSCT, on n'a jamais demandé à ce que ça soit supprimé. Emmanuel Macron les a supprimés. Réforme de la médecine du travail. Le gouvernement n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais il y a pour l'instant une volonté de réformer à nouveau, après diverses réformes qui a quasiment supprimé l'ensemble qui a supprimé en tout cas très largement la possibilité d'agir de la médecine du travail. Et puis enfin, on en est aujourd'hui dans une situation où on a 90% des branches qui sont en dessous du SMIC. Et l'État, depuis maintenant de nombreuses années, nous dit, et c'est le montre en plus, qu'il est absolument dans l'incapacité d'agir pour faire en sorte que les grilles soient indexées, par exemple, soit indexées, par exemple, sur l'inflation. Donc on a toute une partie dans l'intérieur de ces grilles, au moins la moitié des salariés sont collés au SMIC, donc ils sont réévalués à chaque fois. Donc on a effectivement une situation des tas d'ingrédients qu'il faut qu'on ait une situation explosive dans ce pays parce que les salariés n'en peuvent plus du sens au travail et de fait, parce que quand on va travailler, on voit la fin du mois s'approcher, que ne sait pas comment on va faire pour finir le mois et qu'en plus on fait un travail entre guillemets, excusez-moi, mais la sensation de faire un travail de merde, eh bien effectivement ça crée une condition explosive dans ce pays. Nous sommes toujours en ligne avec Mireille Clapeau, députée apparentée Renaissance. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Déjà, on revienne à la raison, que cette réforme n'entre pas en application, et puis qu'on parle réellement des sujets. Arrêtons de mettre des indicateurs partout, dont on voit par exemple que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'a servi à rien. Et donc, posons les vrais problèmes parlons des vrais problèmes avec de vraies solutions, et mettons les moyens pour atteindre nos objectifs. Mettre les moyens pour atteindre les objectifs, Mireille Clapeau, que répondez-vous à ça? Je réponds que j'ai entendu beaucoup d'exagérations et même de contre-vérités, mais bon, c'est le principe d'un débat. Lesquelles quand j'entends que cette vision extrêmement pessimiste, c'est-à-dire les gens font un travail de merde, les salaires ne sont pas assez élevés dans 90% des branches, tout ce que fait le gouvernement, ça n'a pas porté ses fruits. Bon, je ne vais pas défendre pied à pied chacune des mesures qu'on a faites, mais chacun sait que sur le travail et sur le niveau de travail, sur l'apprentissage, etc., beaucoup a été fait sur l'égalité entre les femmes et les hommes aussi. Moi, ce que je voudrais dire à monsieur et aux autres, c'est que, par exemple, sur le travail des seniors, sur lequel j'ai un peu plus travaillé en circonscription avec des experts et des non-experts, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup surprise et une quête d'utilité sociale, effectivement, une baisse de la motivation pour aller au travail parce que les personnes seniors, souvent, se sentent dépassées par les technologies, par le fait que les jeunes qui arrivent en savent plus qu'eux et par la perspective de se dire à quoi bon, puisque de toute façon, je vais être sur la touche. Et moi, je voudrais changer ça. On est nombreux à vouloir le changer parce que les personnes qui arrivent disons, après 50, 55 ans, elles peuvent tout à fait travailler, se former, mais il faut effectivement peut-être baisser un petit peu le rythme, leur laisser un peu plus le choix de s'organiser et les convaincre à nouveau qu'elles sont utiles. Ils et elles sont utiles, peuvent se former, peuvent acquérir des compétences. Et puis par rapport à l'autre bout de la pyramide des âges, par rapport aux jeunes qui rentrent dans le milieu du travail, je ne suis pas la seule à penser que le travail est un facteur d'épanouissement, qu'on a le droit de tâtonner, d'en essayer un, d'en essayer un autre, et puis, comme pour les études finalement, de trouver sa voie. Et donc, il ne faut pas dire que tous les travaux sont des travaux de merde, comme vous l'avez dit. On peut s'épanouir dans le travail. On peut aussi choisir au début de carrière
des formes de travail alternatives. On travaille, après on part en vacances, on retravaille. C'est quelque chose qui existe et donc il faut l'accompagner et non pas le refuser. Et donc je voudrais dire à vos invités que nous avons tout ce chantier qui est devant nous, qu'il faut sans doute aussi inclure la santé au travail, la santé des enseignants aussi, parce que l'éducation, elle se fait par les enseignants, par les maîtres de stage, et qu'il faut donner envie. Pensons à la place de la France dans le monde. Elle est importante et elle s'affirmera aussi d'autant plus si on est une nation de gens qui vont au travail avec cœur. Sur le travail des seniors, je voudrais vous entendre, Daniel Linard. On sait que ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que du coup les Français peuvent vraiment croire que le gouvernement veut faire avancer les choses à ce niveau-là? Mais écoutez, on a l'impression qu'il y a une non prise en considération de la réalité des situations de travail et de la réalité des contraintes. Effectivement, à partir de 48 ans, 50 ans, on est considéré potentiellement comme un senior et on est menacé d'être considéré comme non apte à suivre et à s'adapter aux évolutions ou aux transformations du travail, de la même manière que les jeunes avant 30 ou 35 ans sont considérés comme non suffisamment professionnalisés et opérationnels pour avoir un travail stable et non précaire. Je crois que là, vraiment, il y a une non prise en compte de la réalité de ce qu'est le monde du travail. Bien sûr que les seniors, ils ont des compétences, ils ont de l'expérience individuelle et collectivement accumulée, ils ont une qualité d'engagement dans le travail, ils ont la volonté d'être utiles, ils ont aussi la volonté de transmettre, mais on ne leur en laisse pas du tout la possibilité. Je crois bien qu'il faut qu'on comprenne bien que le monde du travail est un monde qui est devenu complètement aveugle aux besoins et d'investissement des salariés dans leur travail pour pouvoir réaliser un bon travail. Alors effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que ce sont des boulots de merde. C'est ce que disent les uns et les autres parce qu'ils sont sans cesse confrontés à deux réalités. La première, c'est un lien de subordination dans le salariat qui est de plus en plus individualisé. Avant, il était vécu au sein de collectifs, on pouvait mettre un petit peu à distance ce sentiment d'être subordonné. Maintenant, chacun est confronté directement à cette subordination. Et par rapport à ça, chacun est censé montrer ce qu'il est, ce qu'il vaut, à travers un travail pensé par d'autres, par des consultants, des experts qui vont définir des procédures, des protocoles, des process, des reportings, des méthodologies qui vont s'imposer aux travailleurs. Alors effectivement, perte de sens, perte de la capacité d'intervenir, d'influer sur la qualité de son propre travail. Et on en arrive à ce que des ingénieurs de haut niveau, des cadres de haut niveau disent mais je suis pas bon, peut-être. Alors ils disent souvent, malheureusement, ils disent pas j'ai un boulot de merde, mais je suis quelqu'un de merde, je n'arrive pas à suivre les cadences, à comprendre ce qu'on veut m'imposer. Moi, je suis un bon professionnel. J'ai entendu des polytechniciens qui sortaient aussi des mines qui disaient ils ont raison, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur. Il y a un sentiment d'incapacité de faire parce qu'on ne donne pas la possibilité aux professionnels de pouvoir influer sur la définition de leur mission, de leurs moyens et de pouvoir faire un travail de qualité. Le fait que leur travail via les logiciels soit complètement, et on voit pourquoi le télétravail est possible, que leur travail soit complètement pré-mâché, pré-pensé par d'autres, ça les conduit à faire non seulement un travail qui est considéré comme un travail de merde, mais ça peut les mettre aussi face à des conflits éthiques, des conflits moraux, parce qu'on leur fait faire des choses dont ils ne sont pas persuadés qu'elles ont une réalité de pouvoir satisfaire les besoins sociaux, les besoins des usagers, les besoins des consommateurs. Donc véritablement, les salariés sont subordonnés, ont l'impression de vivre une épreuve solitaire, de n'avoir pas leur mot à dire, d'être totalement dans l'impuissance. Donc, on ne doit pas s'étonner que lorsqu'ils ont la possibilité de s'exprimer et de faire valoir un peu un pouvoir dans les manifestations, ils en soient partie prenante. Et lorsqu'ils ont la possibilité de faire entendre leur voix dans les sondages, et ils en arrivent à être 90% d'actifs, à dire non, on ne veut pas travailler 2 ans de plus. Mais ce qu'on ne nous dit pas, et ce qui est la réalité pourtant, c'est qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus dans ce travail tel qu'il est organisé maintenant par les managers et dans lequel ils sont dans un rapport de subordination en permanence avec leur hiérarchie et leur direction. On va essayer de se projeter sur la suite avec vous, Benjamin Morel. A-t-on assisté aujourd'hui potentiellement
à la fin du front syndical. On sait qu'il y a une réunion demain, que la CFDT l'a dit, elle accepterait la main tendue de Matignon, pas la CGT. Est-ce que c'est peut-être la fin du front syndical aujourd'hui ? Il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est justement cette bataille d'agenda qu'on évoquait tout à l'heure. On a un gouvernement qui veut tenter de tourner la page. Alors le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, à défaut de majorité parlementaire, tourner la page, pourquoi ? Pour quelle nouvelle séquence ? C'est le problème du gouvernement, mais au moins en lançant des chantiers, le travail, les services publics, il espère attirer les syndicats et une partie des Français dans l'idée que la réforme des retraites, c'est derrière nous et qu'à présent, on lance de nouvelles perspectives en vue de 100 jours et la suite. Des négociations bilatérales, plus cette fois-ci. Alors oui, c'est ça. Le Front syndical uni. Alors entre patronat et syndicats sur le travail, et puis entre le gouvernement et les syndicats, évidemment, sur les services publics. Donc tout ça est en effet une possibilité. Il faudra voir si les syndicats veulent jouer ce jeu-là. Et là, en effet, il peut y avoir une fracture entre CGT et CFDT. La CFDT ayant dit que potentiellement, éventuellement, demain, après le 1er mai, parler de travail, une fois que la réforme des retraites serait derrière, c'est pas impossible, étant donné qu'encore une fois, les débouchés juridiques pour une revue de la réforme des retraites, aujourd'hui, sont quand même assez bouchés, assez obérés. L'autre élément, ça va être quel renouvellement des actions syndicales. Parce que, évidemment, manifester et amener plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, c'est bien. Est-ce que c'est possible dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois, etc. C'est pas si évident. Donc il va falloir renouveler. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de créativité, les méthodes d'action syndicale. Quand la CGT joue par exemple le jeu des coupures d'électricité, c'est une façon d'exprimer un mécontentement à travers quelque chose qui n'est pas la manifestation ou la grève. La CFDT, évidemment, plus en délicatesse vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une transformation des méthodes d'action qui soit consensuelle au sein de l'intersyndicale, qui permettent de maintenir en haut de l'agenda médiatique, politique, la question des retraites, tout en faisant consensus entre les syndicats? C'est pas si évident. Ces méthodes, elles existent peut-être. Est-ce qu'elles seront audibles, visibles? La question des méthodes d'action va être également extrêmement importante. Et pour l'instant, la vitesse de croisière n'a pas été trouvée. Gérard Ray, vous regrettez les derniers propos de la CFDT qui a dit qu'elle accepterait une éventuelle main tendue de Matignon? Vous regrettez? Je n'ai pas commenté les décisions et les prises de position. Vous étiez unis jusque-là, c'est pour ça? Non, on est unis. Toujours? On se réunit demain à l'intersyndicale. Donc la preuve qu'on est unis, je n'ai pas à commenter les positions de la CFDT. Elles leur appartiennent. Ils ont un processus de décision, d'expression, la possibilité d'exprimer, comme nous le faisons. Nous nous exprimons sur la situation et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer à travailler dans l'unité pour faire en sorte que les travailleurs qui sont largement exprimés sous diverses formes, en adaptant les modalités d'action, ont pu arriver à faire ce 1er mai historique. Il faut qu'on le regarde vraiment en toute lucidité, avec toute la responsabilité aujourd'hui qui est la nôtre, de continuer à tous ces salariés qui nous ont fait confiance. Certains ont fait 45, voire même plus de jours de grève, et donc qui ont perdu beaucoup plus qu'un mois de salaire, et bien puissent continuer ou au moins obtenir ce pourquoi ils se sont battus, c'est-à-dire le retrait de cette réforme, et qu'on ne continue pas, surtout, de saccager notre système social. Donc c'est tout là l'enjeu. Et donc c'est ce que nous allons porter demain à l'intersyndicale, je vous le dis, avec chacun ses positions, mais avec un vrai attachement pour ce qui est de la CGT à cette unité syndicale, en effet. Avec toujours des cortèges pacifiques, on redoutait un moment que la violence ne s'invite dans les cortèges. Évidemment, vous allez mettre un accent, comme d'habitude, sur ce point. On n'a pas besoin d'être violent quand on sait qu'on va gagner. Benjamin Morel, il y avait cette question justement de la violence. Où en est-on justement aujourd'hui? On a vu qu'un policier a notamment été brûlé au second degré. Peut-on parler de violence généralisée ou pas du tout? Non, il n'y a pas de violence généralisée. Mais après, évidemment, dans les cortèges, parce que vous avez parfois des éléments qui dégénèrent, parce que également, vous avez cette fameuse infiltration des Black Blocs, même si quand les syndicats sont présents, c'est plus compliqué pour eux. Vous avez évidemment de la violence. La question de la violence, elle est inquiétante dès le moment où il y a une forme d'accoutumance de l'opinion. Or, on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, au mois de janvier, vous aviez jusqu'à 30% des Français qui considéraient que, après tout, si ça permettait d'obtenir un certain nombre d'avancées, pourquoi pas? Parce qu'en effet, ce qui fait céder le gouvernement, l'Arc de Triomphe, etc., c'est pas d'abord les revendications pacifiques. L'époque des Gilets jaunes. Exactement, c'est plutôt la violence. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, on entre dans quelque chose qui peut être dangereux. Les dernières enquêtes sont plutôt rassurantes, mais il faut faire attention parce que les quelques fois où le gouvernement a cédé ces dernières années, Gilets jaunes, Notre-Dame-des-Landes, Corse, l'année dernière, avec Yvan Colonna, tout d'un coup, autonomie, pas de problème. Eh bien, ce sont des moments où, justement, les violences ont été exacerbées. Il faut faire extrêmement attention quand on traite les mouvements sociaux, ou plutôt quand on ne les traite pas, quand on ne leur donne pas quitus, et quand on ne dialogue pas avec eux, que, in fine, une partie des Français ne finissent pas par considérer la violence comme étant un médium d'action légitime. Aujourd'hui, dans les dernières enquêtes, on est plutôt autour de 15%. 15%, ça paraît peu.
Mais 15% des Français qui jugent que la violence est légitime, c'est quand même beaucoup et c'est quand même inquiétant. On vient de l'apprendre, 108 gendarmes et policiers ont été blessés, 291 interpellations. Mireille Clapeau, vous redoutez justement que cette violence, elle ne s'accélère dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou pas du tout? D'abord, moi, je voudrais rendre hommage au travail des policiers et des gendarmes, parce que c'est quelque chose de pas facile. Autant je dis ça et autant je dis qu'il faut faire attention parfois à des formes de répression qui peuvent être un peu exagérées et il faut vraiment que le droit s'applique. Moi, je suis quelqu'un d'absolument non violent. Quand on est engagé dans l'action publique et qu'on a été élu démocratiquement et qu'on s'estime légitime, bien évidemment, on réprouve totalement la violence. Donc j'insiste encore, je le redis, les corps intermédiaires que sont les syndicats doivent permettre aux personnes de se sentir représentées. Il y a les élus d'un côté, il y a les représentants syndicaux, il y a d'autres façons aussi d'être représentés dans la société. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à dire à nos concitoyens que l'usage de la violence est moins efficace, au-delà même des considérations morales, c'est moins efficace parce qu'il faut pouvoir écouter tout le monde. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans ma circonscription et qui ne sont pas forcément d'accord avec les revendications des syndicats. Et toute la noblesse de l'action publique, c'est de faire un arbitrage entre ce que pensent les uns, ce que pensent les autres, et pas de céder à celui qui crie le plus fort ou qui casse le plus. Donc, on a la chance, je le répète, d'être dans une démocratie avec des institutions. Il faut que nos concitoyens se réapproprient, quand ça n'est pas le cas, ces moyens d'expression et jamais, au grand jamais, tolérer et légitimer la violence que font malheureusement certains leaders politiques. Daniel Linard, la question à 1 million de $, elle est pour vous. Comment voyez-vous la suite? La colère des Français, elle est bien là et elle ne risque pas de disparaître. Non, je crois qu'il y a des tendances qui travaillent maintenant la société française. Alors, je prendrai l'exemple des jeunes, notamment les jeunes diplômés qui, dans les grandes écoles, disent merci beaucoup pour ces diplômes, mais nous n'allons pas faire carrière comme l'ont fait nos aînés. Nous voulons faire un travail utile, un travail qui a du sens, un travail où on peut agir localement, de façon bio, etc. Et donc, des jeunes qui ont fait des grandes écoles se recyclent comme pâtissiers, cuisiniers, ou vont à la campagne faire du bio. Donc, il y a une tendance importante de la jeunesse qui prend en considération le fait qu'il y a maintenant des enjeux fondamentaux qui sont dans l'urgence, qui se posent dans l'urgence et qui correspondent à l'avenir de l'humanité sur notre planète et qui sont convaincus qu'il nous faut transformer les modalités de production et de consommation. Donc, c'est quelque chose qui travaille en profondeur la jeunesse et qui trouve un écho intéressant auprès des anciens. Les anciens qui ne sont pas pris dans la dynamique de contraintes du monde du travail, mais qui peuvent réfléchir, sont eux aussi sensibles aux questions d'avenir et s'interrogent sur ce que va devenir notre monde et pour leurs petits-enfants et leurs descendants. Mais ça peut se matérialiser comment? C'était ça ma question. Je pense que ce que montre la mobilisation que nous vivons à l'heure actuelle, c'est que est en train d'émerger peut-être ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective qui se laisse, qui profite, disons, des capacités syndicales, d'organisation, de mobilisation, mais qui est en mesure peut-être d'apporter aussi des solutions auxquelles les organisations syndicales ne pensent pas, des solutions d'action. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça réfléchit dans tous les coins, non pas simplement dans les métropoles, mais dans les petites villes, dans les ruralités. Une sorte de réveil populaire, c'est ce que vous nous dites. Je dirais presque un éveil populaire, sur des questions nouvelles aussi. La question du contenu du travail, qui malheureusement n'a pas été suffisamment prise en compte par les organisations syndicales jusqu'à présent, qui étaient plus omnibulées par les questions de revenus, de chômage, et on peut les comprendre. Mais maintenant, véritablement, se pose la question de la nature du travail. Que doit-on faire de ce travail? On doit en premier lieu en faire un enjeu sociétal. Voilà, ça concerne tout le monde. Ça ne doit pas relever de décisions unilatérales des directions d'entreprise parce qu'elles sont animées par un seul type de rationalité, la rationalité économique de rentabilité à court terme. Or, maintenant, la rationalité qui doit prévaloir, c'est celle qui va permettre la survie de l'humanité dans notre planète. Donc, il nous faut changer de rationalité. Il faut changer aussi de responsabilité. Les directions d'entreprise ne peuvent pas être les seuls responsables de la définition du travail et de son avenir. Il faut que les Français s'en emparent. Et je crois que, alors c'est mon espoir de sociologue, qu'il y a
des ferments de réflexion, de prise de conscience, qui vont générer des actions collectives, non pas violentes, je ne suis pas du tout convaincue que la violence attire qui que ce soit, mais qui puissent remettre en cause les règles du jeu qui prévalent jusqu'à présent de façon parfois non démocratique. Gérard Ray, vous avez entendu cette légère critique. Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil ou pas depuis le début? Non, mais parce que les organisations syndicales ne sont pas en dehors de la société et surtout, ils sont... les délégués dans les entreprises subissent aussi et le mal travail, et la mauvaise organisation, et la contrainte de l'employeur. Et donc, forcément, notre syndicalisme est traversé, y compris par la contrainte et le mal travail. Et donc, on appréhende les choses en fonction des enjeux et comment ils nous sont posés. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a à cœur. D'ailleurs, on a aussi, dans la même période, établi une revendication pour une sécurité sociale professionnelle et pour le statut du travail salarié, justement pour transformer le travail et faire en sorte que le travail soit vraiment un élément émancipateur des salariés, dans toute la dimension, bien sûr. Benjamin Morel, comment voyez-vous la suite justement de cette contestation dans les rues, d'autres manières? Il va probablement y avoir, comme on l'évoquait, une transformation des modalités d'action. Après, est-ce que vraiment on peut avoir quelque chose qui s'inscrit dans le temps en termes de contestation? C'est possible. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement n'a pas vraiment la possibilité de passer à autre chose dans son agenda parlementaire. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui, dans l'ensemble de la population, apparaît comme étant devenu dirimant. Donc ça peut être le sparadrap du capitaine Haddock pendant encore quelques années pour Emmanuel Macron, à voir ensuite quels peuvent être les débouchés parlementaires. On va avoir des propositions de loi, probablement une, probablement d'autres. Souvenez-vous de la question notamment du bouclier fiscal pour Nicolas Sarkozy, qui revenait un petit peu comme une petite antienne tout au cours de son quinquennat. Ça peut être le cas pour la réforme des retraites, même si sur le fond, je ne vois pas de modification de la loi avant les prochaines présidentielles. Mireille Clapeau, dernière question pour vous. Comment voyez-vous la suite et l'exécutif peut-il s'en sortir et faire de ces 4 ans des ans utiles? C'est la crainte de beaucoup de Français aujourd'hui. Oui, bien sûr, nous allons continuer le travail parlementaire qui fonctionne avec des compromis, avec des discussions, majorité relative, mais majorité quand même, et nos institutions fonctionnent. Moi, je voudrais vraiment dire à vos invités, à vos auditeurs, que la France, elle n'est pas seule dans le monde, elle est face à une situation de guerre, de crise énergétique, des grandes transitions à mener, et donc il faut que cette France, elle se réforme. On a la chance d'avoir un pays qui est plutôt riche, il faut qu'on partage cette valeur, et puis il faut que les formes de travail qui sont très diverses, j'aimerais avoir plus de temps pour répondre à madame, le lien de subordination, il fait partie du travail, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent en indépendant. On peut faire une grande école, effectivement, devenir pâtissier ou graphiste ou autre. Eh bien, c'est une richesse, cette diversité des formes de travail. Il ne faut pas la voir de façon négative, il faut la voir comme un atout pour la France, pour être confrontée et réussir à tirer son épingle du jeu dans les grands défis mondiaux auxquels elle est confrontée. Mais pour cela, il faut peut-être sortir d'une vision passéiste et travailler tous ensemble, y compris avec ces gens qui ont d'autres visions du travail. Daniel Linard, vous avez 1 minute pour répondre à madame la députée. Oui, je crois que la vision passéiste, c'est celle effectivement qui considère que au sein du salariat, il est légitime de continuer à avoir un lien de subordination, qui est complètement contraire au principe de la démocratie politique où nul n'est censé appartenir à personne. Et là, il y a véritablement quelque chose d'archaïque qui bride la capacité professionnelle des uns et des autres, qui les met dans une situation d'assujettissement qui n'est pas digne de leur engagement dans le travail. Et effectivement, je crois que si on veut parler d'archaïsme, il faut mettre en question le lien de subordination et essayer d'imaginer et d'inventer un salariat sans lien de subordination, parce qu'il ne s'agit pas de développer l'indépendance telle qu'on la voit maintenant, c'est-à-dire plateformisée, ubérisée, avec les freelances, etc., qui n'ont ni protection, ni garantie, ni droit. Le message est passé. Et c'est déjà la fin de ce débat, 19h54. Merci beaucoup à mes 4 invités d'y avoir participé. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24. Prochain journal dans 5 minutes. L'actualité du monde.